Bienvenue sur Ultra Mental, le podcast de référence en préparation mentale dans l'univers du trail running. Ici, chaque semaine, je reçois des athlètes, des experts et des passionnés pour des échanges inspirants autour d'un même sujet, comment développer un mental solide, performant et serein sur les sentiers comme dans la vie. Vous trouverez ici des clés concrètes, des histoires puissantes et peut-être même un peu d'inspiration pour repousser vos limites. Moi, c'est Pierre, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports d'endurance et j'accompagne les sportifs, mais aussi les entrepreneurs et les dirigeants à aligner leur mental pour performer avec plus de fluidité. Allez, je vous laisse maintenant avec mon invité de la semaine. N'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo, c'est super important pour son référencement. Allez, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Fleury Roux, bien connu des trailers normalement, parce que tu es à la fois t'es un trailer quand même de haut niveau et un aventurier assez connu avec pas mal d'aventures dont on va parler. Salut Fleury, comment vas-tu? Salut Pierre, eh ben, ça va très bien. Ouais, merci de me recevoir sur le podcast. Avec grand plaisir, merci de t'être rendu disponible. J'ai oublié, tu es aussi camrunner. Et c'est vrai Ouais. que là, on te voit moins forcément, c'est toi qui tiens la caméra, mais c'est entre autres à toi qu'on doit ces belles images quand il faut suivre des grosses machines là, qui courent trop vite dans la montagne. Il faut forcément des mecs comme toi pour les suivre. Donc ça fait longtemps que tu fais ça, camrunner? Cam Runner, c'est la première fois que je l'ai fait, c'était en 2019 sur le marathon du Mont Blanc. Ok. À l'époque, j'étais ambassadeur Salomon et en fait, c'était Greg Vollet qui cherchait des bons coureurs. J'avais couru le 23 km du Mont Blanc et il cherchait des coureurs pour filmer le marathon le lendemain. Et donc, j'ai commencé comme ça et après, il y a eu les années un peu Covid et puis j'ai bien repris et puis ça devient une grosse partie de mon activité professionnelle parce que depuis 2021, je suis quand même beaucoup plus présent sur pas mal d'événements, que ce soit Golden Trail Series, UTMB ou autre, quoi. C'est vrai que ça s'est vachement démocratisé, c'est sûr. Au début, il y avait que peut-être les Golden, enfin c'est Greg Vollet qui a plus ou moins lancé ça. Euh, Ouais, bah ouais. disons que ouais, il y a eu les premières UTMB, alors je crois que c'était 2015-2016, peut-être les mais bon, au début c'était vraiment avec du matériel enfin Ouais, c'était assez on lourd, aurait dit que c'était c'était pas filmé avec un poussé. téléphone. Ouais, ouais. Ouais, c'est pour Et en dire. fait, là, maintenant, ça progresse d'année en année. Et puis surtout, je pense qu'il y a beaucoup d'organisations qui souhaitent investir dans la diffusion des lives. Alors, des fois, il n'y a pas forcément de retombées tout de suite, mais je pense pour la visibilité du sport, c'est intéressant. Et puis après, bah, tu as des grands circuits comme les Golden Trail World Series ou les TMB World Series qui, bah, pour promouvoir leurs courses et leurs événements, bah, passent aussi par le live, quoi. Donc, c'est sûr que ça commence un petit peu à se développer. Et je pense que pour le sport et la visibilité du sport, d'un côté, c'est une bonne chose, quoi. Pour nous, enfin pour les téléspectateurs, les spectateurs, en tout cas, c'est tellement chouette d'avoir du sport Alors, c'est pas encore trop à la télé, c'est rare, mais c'est surtout sur YouTube, sur les chaînes, Mont Mm. Blanc TV, tout ça, ou les chaînes des événements. Mais comment dire, non, c'est top. Mais surtout, tu parlais de la retombée économique. Moi, je me suis toujours demandé, quand tu vois 1000 personnes qui regardent, tu vois, Ouais. c'est. Quand j'imagine le prix que ça doit coûter, parce que c'est un dispositif vraiment impressionnant, il y a des cam runners, donc des gens qui courent comme toi avec la caméra à la main, il y a des cam bikers, Mm. donc avec le vélo, et il y a une régie qui met en place tout ça. Enfin bon, c'est pas de l'artisanat, quoi. Donc ouais, Ah c'est oui, impressionnant. c'est sûr qu'il y a c'est un énorme budget pour les organisations. Après, je pense qu'elles compensent ça soit via des subventions, soit bah, via les prix des dossards Elle monte le prix des dossards, des putain. inscriptions qui augmentent petit à petit. Et ça, du coup, je trouve ça un peu dommage. Ouais. Mais c'est vrai que ça met en valeur les coureurs, ça met en valeur les courses, le territoire aussi. Après, c'est sûr qu'encore, on n'est pas sur de la qualité. Voilà. Ça reste des courses intéressantes à suivre, mais on n'est pas encore sur de la qualité comme au Tour de France, des choses comme ça où on a Bien des sûr. images qui sont très nettes. Mais bon, après, là, on est en montagne, on n'est pas sur route, mais sur C'est ça. sentier. Donc, forcément, on a quand même beaucoup de contraintes liées à l'environnement dans lequel on est. Et pour l'instant, les lives, je trouve ils progressent d'année en année en termes de qualité, mais je suis pas sûr je suis pas sûr qu'on arrive à des choses exceptionnelles non plus dans les 10 prochaines années, quoi. On Ouais, verra. on verra, on verra. Bon, en tout cas, on a attaqué tout de suite avec ça, mais Ouais. on n'était pas, on n'était pas là pour trop parler de la diffusion du trail à la télé. Mais du coup, est-ce que tu peux, on va rembobiner un petit peu, ce qui t'amène ici, bah, c'est moi qui t'ai sollicité suite à des choses que j'avais lues justement sur tes réseaux. On va y revenir un peu plus tard. Ton approche ou ta relation avec ce qu'on peut appeler la préparation mentale. Et avant de rentrer dans ce sujet-là, justement, je te laisse te présenter, nous expliquer un petit peu d'où tu viens et nous présenter un peu ton parcours.
Alors, je suis originaire de Chagnon, un petit village proche de Saint-Étienne. Donc, j'ai fait À Saint-Élion. un peu, enfin, on peut pas, ouais, voilà, d'où la Saint-Élion. On en parlera peut-être un peu après, mais donc ouais, j'ai fait pas mal de sports. Enfin, j'ai fait du hand, du foot. Après, j'ai fait de l'athlétisme. Après, surtout, enfin, j'ai commencé à faire de la course d'orientation, et c'est là où j'ai vraiment découvert plus le côté haut niveau, puisque je me suis rapidement, enfin, j'ai rapidement progressé dans cette discipline, et et puis j'ai intégré la section sportive course d'orientation à Saint-Étienne. Donc, c'est là où j'ai fait mon lycée. Donc, c'était un lycée, enfin général, mais avec un emploi du temps aménagé pour pouvoir s'entraîner. En parallèle, du coup, je suis rentré en équipe de France cadet, puis en équipe de France junior de courte orientation. Donc là, je suis vraiment rentré dans une démarche un peu plus de performance quoi, dans ce sport, jusqu'au début de mes années seniors. Et après, là, j'ai fait un basculement un peu plus vers le trail, parce que du moment que tu t'impliques dans un sport, notamment la course d'orientation, qui est un sport assez niche, c'est vrai que euh, c'est compliqué de s'orienter, enfin de s'orienter, de continuer vers cette voie-là sans forcément être dans une structure. Alors il existe un pôle à Clermont, un pôle jeune, et puis un pôle senior à Lyon. Mais du coup, ce qui était un peu plus compliqué pour moi, c'est que j'ai fait des études qui ne se sont pas forcément rapprochées de ces deux pôles-là, parce que je suis parti après le bac faire mes études à Thônes, donc dans un BTS gestion et protection de la nature. Et en parallèle de ce BTS, du coup, j'ai passé des diplômes de montagne, comme le diplôme d'accompagnateur en montagne. Et du coup, mon choix, enfin, professionnel a fait que j'avais du mal à m'investir complètement dans cette démarche de haut niveau en course d'orientation. Et quand tu commences à arriver dans les années seniors dans ce sport-là, déjà c'est difficile d'en vivre. Et puis du coup, c'est vraiment les meilleurs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Et donc, quand t'es pas dans cette démarche-là de haut niveau, où moi j'avais pas forcément cette envie, et rapidement, j'ai pris la décision de m'orienter vers un sport qui est le trail, et que en fait je pratiquais depuis très longtemps, puisque mes parents l'ont pratiqué quand même moi j'étais tout jeune, et je faisais les courses enfants, les choses comme ça. Donc j'ai toujours pratiqué en fait la course à pied et les sports de nature de manière générale. Donc voilà, du coup j'ai fait du trail pendant jusque-là en fait, mais toujours avec une approche. J'ai jamais forcément eu une approche comme en cross-orientation, une approche de haut niveau, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu préparer des courses, mais à côté j'aimais bien faire des raids d'aventure, des choses comme ça, ouais, j'ai été attiré en tout cas par des projets d'aventure. Et en fait, le premier que j'ai fait, c'est avec mon frère en 2022. On a fait donc une traversée de de la Norvège en orientation. On est parti du point le plus au sud pour relier le point le plus au nord. Donc, c'était 83 jours, 3000 kilomètres, et essentiellement avec des cartes de course d'orientation. Euh, et puis, ce projet, il m'a donné envie ensuite de faire d'autres projets, tout en continuant à m'entraîner à côté, quoi. Donc, j'essaye de concilier en fait un petit peu tout ça, et quand même, enfin, j'ai ce côté compétition et compétitif en moi, donc j'aime bien préparer des courses, et j'aime être performant, et j'aime ces sensations-là dans la préparation, dans l'entraînement, et vivre des courses vraiment pour jouer la compétition. Mais à côté, j'aime aussi les aventures vraiment off, qui sont totalement éloignées de ce type de compétition-là. Donc j'essaie de jongler un petit peu entre tout ça. Et puis en parallèle, du coup, je bosse. Enfin, je travaille du coup comme accompagnateur en montagne. Parce qu'à côté, du coup, j'ai continué mes études. Je fais aussi un petit peu de coaching à distance, soit en orientation ou en trail. Et aussi en caméra runner. Donc, je diversifie un petit peu mes activités professionnelles. Et puis l'hiver, je travaille aussi comme pisteur secouriste dans un domaine nordique. Donc voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc pour travailler, et puis surtout pour me garder la liberté aussi de pouvoir arranger mon emploi du temps comme je veux, parce que je travaille comme indépendant. Donc en fait, en étant auto-entrepreneur, je peux facilement arriver en fait à caler les projets dont j'ai envie d'une année sur l'autre, et me libérer du temps pour ça, quoi. Ok, ok, effectivement, ton emploi du temps, il n'y a pas beaucoup de trous. Euh, tu nous as dit beaucoup de choses. Tu nous as fait Ouais, désolé, je suis parti un un peu. beau portrait. Ouais. Et justement, j'avais vraiment envie de t'avoir dans le podcast depuis un moment parce que, alors à la base, c'était que sur la partie aventure. Et
c'est vrai que j'ai eu plus souvent des personnes, des professionnels du monde de la préparation mentale, mais des athlètes qui étaient plutôt tournés sur la compète, la course classique, quoi, le trail qu'on connaît, et un petit peu moins sur l'aventure, à part Antoine Clément que j'avais eu au tout début. Et là, c'était sur ce volet-là au début que je voulais t'inviter. Et après est venue s'ajouter à ça la partie prep mentale pure compète que je connaissais moins justement de toi. Donc on va essayer on va essayer de faire de scinder ça en deux. Donc tu disais, bah, on va prendre dans l'ordre. Tu disais que tu as commencé justement l'aventure. On va parler en gros, on va faire la partie aventure et ensuite on fera peut-être la partie course, même que ça va bientôt, ça va bien se mélanger, j'imagine. Mais moi, en tant qu'aventurier, ouais, je t'ai découvert avec la Norvège que tu as traversé du coup avec ton frère, donc en duo. Et comme tu disais, c'est important à la carte. Euh, je t'ai vu au Népal aussi parce qu'il y a un très beau film qui est sorti sur YouTube c'était l'année dernière. Tu vas nous expliquer Ouais, un petit c'est peu ça, ce que 2024. Ouais. c'est. Et Azimut Nord aussi, l'année dernière, cette année. Ouais, du coup, cette année, enfin C'était cette 2025. année. Je sais pas quand Où tu sortira le podcast, où mais t'as traversé la France ouais, le podcast, là, on enregistre fin décembre et ça sortira en janvier. Donc, ok. bon, alors, ça fera quand Bon, même quasiment un an. ouais. Mais, et Azimut Nord, où du coup, où tu partis du point le plus au sud de la France pour remonter le point le plus au nord, aussi à la carte et en duo. Bah, du coup, sur ces aventures-là, comment tu gères ça? Sur la Norvège, déjà, est-ce que c'est quelque chose, donc ça, c'était ta première aventure, au niveau confiance, au niveau, bah, déjà, si tu y vas, c'est que tu as confiance en tes capacités physiques et d'orientation de base. Comment ça s'est passé pour préparer ça? Est-ce que tu as eu recours de la préparation mentale? Explique-nous un petit peu. Oui, alors donc c'était le premier gros projet. C'est un projet qu'on a préparé pendant un an et demi avec mon frère. Et en fait, justement, c'est là où on a rencontré donc Jérôme Bruyat, qui était quelqu'un de notre région et qu'on connaissait, qui nous a proposé en fait de travailler en préparation mentale pour le projet. C'était pas forcément une volonté de notre part au début, mais après on s'est dit que ça pouvait être intéressant. Euh, donc c'était dans la préparation, donc il y a eu la préparation physique, la préparation un petit peu technique, et puis on a rajouté donc la partie mentale. Au niveau confiance, on n'était pas forcément très serein à l'idée de s'engager sur un projet comme ça, mais c'est ce qui est motivant justement, c'est qu'il y a une part d'incertitude et d'inconnu, et c'est ce qu'on venait chercher en fait sur un projet comme ça. Quand tu pars pour 3 000 kilomètres, tu sais pas comment ton corps va réagir, tu sais pas non plus toi comment tu vas réagir dans certaines situations. Donc en fait, on y allait aussi pour ça, pour se découvrir et puis pour vivre vraiment une expérience et une aventure. Euh, on savait que c'était possible parce que tu lis des récits, il y a des gens qui l'ont déjà fait, donc forcément à un moment donné, il faut juste, ce qui est le plus dur dans ce genre d'aventure, c'est de se lancer et d'oser se Mm. lancer. Et je pense de l'avoir fait à deux, c'est ce qui nous a permis en fait de s'aider là-dedans parce que je suis pas sûr que je me serais lancé tout seul sur une aventure aussi longue Mm. pour une première aventure, dans le sens où il y avait trop d'inconnus. Et le fait d'avoir été à deux, je pense qu'on s'est quand même assez soutenu dans ce projet-là et ça nous a motivés tous les deux à se lancer ensemble. Donc ça a été vraiment enfin, on n'a jamais forcément douté de nos capacités à finir ou autre. Après, il s'est passé beaucoup de choses dans l'aventure. Il y a eu forcément des moments qui étaient difficiles et c'est ce qu'on a travaillé un petit peu en préparation mentale, Ok. notamment avec Jérôme justement sur le côté déjà de de l'objectif et ce qu'on venait chercher en fait sur ce projet-là. Euh, quelles étaient euh, quelles étaient vraiment nos motivations profondes et pourquoi on y allait. Et finalement, on n'avait pas forcément avec mon frère les mêmes intentions. Ah, c'est ce Enfin, que au j'allais fur te et à mesure de demander. l'aventure, ça a un petit peu évolué aussi, quoi. Typiquement, enfin, pendant 30-40 jours, on était tous les deux dans la découverte de ce qu'on vivait. Et en fait, au bout de 40 jours, comme on avait déjà vécu beaucoup de choses, moi, je suis rentré dans une autre phase qui était plus le côté aller chercher un petit peu plus le côté limite de essayer de faire plus de kilomètres par jour, faire plus de voilà, enfin aller découvrir aussi les limites de son corps.
et aussi de son mental parce que forcément, du coup, tu vas créer plus de fatigue et donc ça va générer aussi d'autres adaptations et d'autres contraintes aussi au niveau mental parce que réagir à la fatigue quand t'es deux, c'est pas non plus évident. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait bossé avant justement aussi sur le côté à deux où on savait que vivre à deux, pendant 80 jours ensemble, il y a forcément des moments difficiles. Et ça, on l'avait aussi anticipé avec pas mal de questionnements avec le préparateur mental pour se dire, enfin, à quel moment ton frère est bien, à quel moment il est pas bien. Et en fait, on avait mis en place, par exemple, une météo mentale où les matins, on se disait comment ça va toi dans ta tête, quoi, mentalement. Est-ce que c'est ensoleillé, tout va bien, ou est-ce que c'est orageux, faut pas trop se parler, des choses comme ça, quoi. Donc Ok. ça, en fait, on l'a tenu pendant 20 jours. Et puis, en fait, au bout d'un moment, quand tu regardes l'autre, tu le connais tellement que t'as plus besoin de Mhm. donner la météo mentale parce que tu sais dans quel état il est, quoi. Donc, du coup, on a travaillé là-dessus. Puis après, on avait travailler aussi sur d'autres points qui étaient plus le côté euh, abandon, enfin, qui pouvait être lié en tout cas à l'abandon, c'est à un moment donné, s'il se passe quelque chose de grave, qu'est-ce qu'on fait? Parce que forcément, au bout de 40, 50 jours, tu n'as plus la même lucidité que un mois ou 2 mois avant le projet, où en Mhm. fait, tu te poses des bonnes questions. C'est des questions qui n'étaient pas forcément faciles, mais tu vois, s'il y en a un qui est pas bien, et qui est une blessure, comment on fait? Est-ce qu'il y en a un qui continue tout seul ou est-ce que les deux arrêtent? Enfin voilà, ça c'était des questions sur lesquelles aussi on avait travaillé du coup en préparation mentale avant. Euh, et voilà, après, forcément, on a vécu beaucoup de choses durant toute l'aventure, toute la traversée, et ça nous a forgé aussi d'un côté, enfin, d'un point de vue mental. Après, on est ressorti avec beaucoup de confiance et beaucoup de sérénité pour la suite parce que quand tu arrives à finir un projet comme ça, quand tu réussis à tenir tes objectifs, forcément, tu gagnes en confiance, en estime de toi et du coup, que ça soit dans la vie de tous les jours ou sur d'autres projets, que ce soit sportif ou professionnel ou personnel, et tu gagnes en confiance et du coup, c'est motivant aussi pour la suite. Ouais, ce que tu veux dire, c'est que tu as réussi à transposer ce gain de confiance de cette, enfin, Ouais. tout ce que tu as acquis, c'est un gain de confiance, on le résume, c'est très résumé parce que tu as vécu tellement de choses. Tu as réussi à le transposer dans tes autres expériences du quotidien, dans ta vie de tous les jours. C'est un peu moi, le but ultime de ce que je fais en tant que préparateur mental. C'est, OK, on se voit pour préparer, j'en sais rien, une aventure, une course. On se voit pendant 2, 3, 6 mois, un an. Le but, c'est que derrière, quand on se voit plus, c'est l'autonomie et que tu puisses transposer tout ça à ta vie et gagner la confiance que tu as gagnée là et que tu l'as mettre ailleurs. Et ça, c'est quelque chose que tu as pu ressentir. Ouais, exactement. Tout de Donc c'est suite, chouette. tout de suite en rentrant et après, on s'en est rendu compte quoi. C'est vrai que ça nous a rendu entre guillemets plus forts. Mm. On s'est senti en tout cas plus fort. Pas forcément le côté rien ne peut nous arrêter, mais juste se dire, on s'est lancé dans un projet qui nous a dans la préparation, dans la construction des choses, dans la communication. On s'est lancé dans un film. En fait, il y a eu plein de choses qu'on maîtrisait pas et qu'on a réussi finalement à maîtriser. Enfin, en tout cas, on s'est Mm. adapté à beaucoup de situations et forcément, ça te donne de la confiance pour la suite. Ouais, c'est chouette. Et tu parlais justement de motivation profonde. Quand on est deux, quand on est un, déjà, c'est pas facile déjà de trouver des réponses. Mm. Mais quand on est deux, est-ce que malgré le fait que vous n'êtes pas identiques, donc chacun a ses Mm. motivations à lui, et comme tu disais très bien, à passer 40 jours, plus ou moins la moitié, ça évolue. Toi, tu rentres peut-être, comme tu disais, dans une période de confort, entre guillemets, où tu connais la routine, tu sais que ça y est, c'est bon, c'est passé, c'est comme ça. Et du coup, comme tu dis, tu rentres dans un autre schéma pour te motiver à faire quelque chose. Est-ce que ton frère, il a suivi ça, ou est-ce que lui, justement, il a trouvé aussi ses raisons profondes d'avancer avec toi sur ça? Ben oui, mais ça a mis un petit peu plus de temps de son côté parce qu'il y a eu plus un moment de flottement où, en fait au bout de 40 jours on avait vécu tout ce qu'on voulait vivre. On revivait en fait on rentrait dans une routine et on revivait du coup les mêmes journées. Donc il y avait une sorte de lassitude qui s'installait et puis moi du coup j'ai peut-être basculé plus rapidement sur ce côté-là et lui a peut-être eu plus de mal. Euh, mais c'est vrai qu'après, on n'en a pas forcément rediscuté. Et c'est vrai que ce serait intéressant de lui demander, lui, à quel moment il a rebasculé sur un autre objectif. Après, à un moment donné, l'idée, c'était quand même de finir à deux et d'aller au bout à deux. Donc, il s'est aussi raccroché à ça et on s'est aussi raccroché à ça pour continuer à avancer ensemble et aller au bout. Donc,
Euh, ouais, 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 mais tu vois, là, ça fait plusieurs personnes que j'ai interviewées. Alors, sur la partie course d'orientation, on a compris qu'il y avait que des machines qui faisaient des courses d'orientation, j'ai l'impression. Avec l'année qu'on vient de vivre, les derniers championnats du monde, c'est ouais. Fred Tranchant et la féminine. Sauver Alessanderson, ouais. Ouais, non, mais là, n'importe quoi, la folie, c'est Sauver, ouais. complètement Oui, oui, ouf. oui, non, mais oui, c'est. Ouais. Complètement dingue, bref. Et sur la partie justement aventure, j'ai eu Sébastien Réchon aussi, on a pas mal Oui, parlé de ses récits d'aventure. Et ce qui me fascine, moi, c'est cet aspect à plusieurs. Il y a des avantages, hein, des inconvénients à être seul ou être à plusieurs. Mais être à plusieurs, t'as pas le choix que de composer avec pas les humeurs, mais oui. les formes différentes, les changements d'émotions de tout le monde, quoi, quand t'es à deux ou à trois ou à quatre. Mais ouais, ouais, c'est absolument passionnant. Et du coup, ouais, Ouais, j'aurais c'est des... ce qui a été, enfin, juste pour revenir là-dessus, c'est ce qui a été le Ouais, plus difficile finalement dans l'aventure quand on en ressort. C'est pas tant le défi physique, le défi en termes d'orientation, et les deux, on a eu ce même ressenti. Le plus dur finalement, c'était de se gérer tous les deux ensemble pour avancer, bah ouais. enfin, toujours ensemble jusqu'à la fin, quoi. Parce que 80, enfin, C'est ce que j'allais dire. je, 4, 3 mois, quoi. j'aurais pas pu le faire avec quelqu'un d'autre parce que à un moment donné, ça se serait mal passé. Enfin là, du coup, c'est mon frère, donc forcément, on a un lien qui est plus fort que une amitié ou autre. Et en vrai, cette aventure à deux, une aventure aussi longue à deux, je le referais pas avec quelqu'un d'autre. Non pas à cause de l'autre personne, mais aussi en partie avec moi. Enfin, il y a des trucs que peut-être que je supporterais plus au bout de 50 jours de l'autre personne ou autre. Et du coup, c'est très difficile. Enfin, vraiment, c'est un grand défi de dormir dans la même tente tous les soirs ensemble, de manger ensemble, enfin, t'es 83 jours avec la même personne. Et vraiment, ça a été vraiment le plus gros défi. Donc, c'était super intéressant. Et en fait, au fur et à mesure des jours, on s'est rendu compte même que et c'est là où le cerveau, du coup, il est assez particulier parce que on s'est rendu compte que physiquement, en fait, on s'était tellement adapté qu'on avait l'impression que ça devenait facile le côté avancé, faire 30, 40 kilomètres par jour hors sentier avec une carte. Ça nous faisait plus peur du tout. Et en fait, limite, on se disait, mais là, on a fait 80 jours, mais on aurait pu encore faire 100, 120. Enfin, on a l'impression qu'on était rentré dans une certaine routine et une certaine facilité. Et maintenant, quand j'y repense, et ben en fait, je me reverrai pas refaire ça parce que enfin, sur le moment, en fait, enfin, au début, tu vis tellement de difficultés, de douleurs, en fait, sur le tout début qu'après, tu t'habitues, tu t'acclimates, entre guillemets, à ces douleurs-là. Et en fait, après, elles deviennent familières et après, elles te font plus peur du tout, quoi. Et là, avec du recul, en ayant pris du repos, etc., et ben, en fait, j'ai mis déjà du temps à récupérer de ce projet-là. Et après, en regardant des images ou en repensant à l'aventure, en fait, là, je me dis, mais je le referais pas, quoi. C'était, en fait, je pris du recul et j'ai pris conscience que c'était vraiment dur. Et ça, du coup, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment marrant, enfin, vraiment marrant, à Ouais. posteriori. Et je me dis, ouais, dans quel état on s'était mis pour continuer à avancer et pour ne pas ressentir cette douleur et pour se dire que, ben, on pourrait continuer 10, 20 jours alors que, en fait, en y repensant, pas trop. Ouais, c'est impressionnant, comme tu disais, l'adaptation du corps et du mental, Mm. justement, parce que tout devient une habitude. Mais là, tu le prouves, enfin, ton récit, si je pouvais, je vais extraire des petits bouts de vidéo pour mes coachings, parce que Ouais, je le dis tout le temps, mais c'est de la théorie, et j'invite les gens que je coach à le vivre, d'implémenter des nouvelles habitudes, et même les trucs les plus chiants qu'on met dans sa vie, si on les garde assez longtemps, un peu de force. Ça Mm. rentre dans une logique où on n'y pense même plus et on le fait, quoi. Mais que ce soit des bonnes ou Ouais. des mauvaises d'ailleurs, ça marche très bien pour les deux. Ça fonctionne de la même manière. Mais là, ce que tu nous dis, ouais, c'est impressionnant. Et du coup, sur le volet aventure, derrière, tu as fait Népal 2 fois, Ouais. si je ne me trompe pas. Tu reviens d'ailleurs depuis peu. Alors, ouais, je suis rentré il y a 3 semaines là du Népal. Alors c'était différent. Alors la première fois que je suis allé au Népal, du coup, c'était l'an passé. C'était pour la Great Himal Race. La Great Ouais. Himal Race, donc c'est une course aventure de 50 jours, donc à peu près 1500 kilomètres. En fait, c'est une traversée de l'Himalaya népalais. Donc on part. Enfin là, Ouf. c'était la deuxième édition de la course. La première édition était en 2017. Là, on est parti donc de Ilsa, qui est le point le plus à l'ouest du Népal. Et on a traversé tout le Népal pour rejoindre le point le plus à l'est, en passant, ben, enfin, on a fait 17 cols à plus de 5000 mètres d'altitude. Enfin, voilà. Et en fait, cette course, c'est vraiment une course aventure parce qu'il n'y a pas de balisage.
tu es en autonomie sur ton matériel. Il y a des étapes qui sont définies, mais globalement, voilà, quand même, tu peux être livré à toi-même en montagne, donc ça nécessite quand même de l'expérience et c'était une super aventure parce que pour le coup, j'ai découvert déjà un pays et des montagnes qui étaient vraiment fascinantes. Enfin, les gens, les Népalais et puis les montagnes qui sont là-bas, l'Himalaya, c'est exceptionnel et j'ai vécu vraiment des super moments. Et puis j'ai revécu ces sensations un petit peu que j'avais vécues sur le course Norway, d'avancer, de voir le corps s'adapter, de s'émerveiller chaque jour de choses différentes. Et un petit peu comme la Cross Norway, au bout de 35 jours, je suis un peu rentré dans une certaine routine en me disant, bah, ouais, je pense que là, j'ai vu ce que je voulais voir de cette aventure. Et puis, du coup, la deuxième phase de l'aventure, elle est beaucoup plus mentale. Du coup, et bah, c'est d'avancer, prendre les jours les uns après les autres. Et puis, voilà, de rentrer dans une certaine lassitude, mais de l'accepter parce que mon objectif, c'était d'aller au bout de la course, de l'aventure. Donc, forcément, après, ben, tu te fais un petit peu plus mal mentalement entre guillemets. Enfin, en tout cas, quand ton objectif il est clair en fait, c'est pas de la douleur, mais disons que tu sais que tu rentres dans une zone d'inconfort mental où tu te dis bah ok j'en ai peut-être marre maintenant, mais bah, je continue à avancer parce que mon objectif est clair. Et puis tu prends les jours les uns après les autres et puis t'avances comme ça. Et du coup c'était vraiment une super aventure. J'ai beaucoup avancé. Alors c'est une course solo, mais j'ai beaucoup avancé avec Jean Gabou ben, qui est un coureur plus âgé que moi, mais qui a beaucoup plus d'expérience parce qu'il a déjà gagné plusieurs fois la PTL, il a gagné le Tour des Géants, enfin voilà. Et donc lui, c'était sa septième fois qu'il venait au Népal, donc il m'a aussi beaucoup enfin, j'ai beaucoup appris aussi à travers lui, à travers ce qu'il a vécu, parce on a partagé beaucoup d'étapes ensemble, et c'était super intéressant de vivre cette aventure-là. Et puis c'est une course où il y a que 30 participants, donc après on se retrouve le soir ensemble, donc il y a des liens assez forts qui peuvent se créer. Et ouais, ça a été vraiment ouais, un sacré projet, vraiment une super aventure, et que j'ai vécu vraiment différemment par rapport à Cross Norway. Forcément que j'ai trouvé un petit peu plus facile parce que je pense que j'avais de l'expérience. Et puis on était en orientation, mais on n'était pas hors sentier du coup. Et puis surtout, c'était plus pourquoi. Le fait de vivre une aventure de 50 jours par rapport à une aventure de 80 jours, ça fait quand même une grosse différence. Parce que là, quand tu te dis, quand je finissais la Great Himal Race et je me disais, imagine, là, tu dois continuer encore 30 jours de plus. Mentalement, c'est pas la même chose. Après, tu t'es préparé aussi pour vivre l'aventure de 50 jours. Donc, voilà. Mais en tout cas, ouais, super expérience et belle découverte du Népal. Et ouais, et je complète juste en disant que, répétant qu'il y a un film sur YouTube maintenant qui est disponible, qui s'appelle comment? Il s'appelle Elevation, enfin, Elevation, Élévation. ouais, et qui est absolument magnifique et où on voit bien justement tout ce que tu viens de nous dire, ce côté très intimiste, une organisation vraiment, 30 personnes, une trentaine de Ouais. coureurs, enfin. Comme tu dis, puis il y a des étapes avec, des fois c'est coupé parce que tu passes des cols et quand c'est enneigé à 5 ou 6 000 c'est pas pareil qu'à 2 000. Donc voilà. Donc ouais, j'encourage largement à aller voir, c'est ultra inspirant quoi. Voilà. Motivant, je vais pas dire motivant parce que on va pas aller se faire le Népal tous les matins, mais c'est un côté vraiment très sympa, un mix entre l'aventure solo et groupé, mais en même temps t'es seul. Enfin bon bref, c'est ouais, très 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 cool. Et du coup, comme t'arrêtes plus jamais là de faire des aventures, tu t'es fait l'année dernière la France cette fois. Et juste pour nous retracer, parce que là aussi il y a un très beau film qui est sorti, et je vais pas te faire tout répéter, mais juste le concept qui est juste simpliste et génial en même temps de Ouais. cette traversée. Alors, cette traversée, donc, ça s'appelait, enfin, le projet, je l'ai nommé Azimut Nord, et c'est une idée que j'ai eue même avant le premier projet de Cross Norway, quoi. Donc, c'était, je pense, peut-être 2019, 2020, faudrait que je regarde les premiers tracés que j'ai pu faire. L'idée, c'était de partir du coup du point le plus au sud de la France, d'un point de vue géographique, et de tirer un azimut plein nord. Donc, un azimut 0 degré, plein nord, et envers la France. Donc j'ai trouvé ça assez marrant finalement de me dire, je pars du point le plus au sud, je pars plein nord, Mm. si je prends ma boussole, et en fait ça m'amène au point le plus au nord de la France. Donc de relier les deux extrémités du pays avec un azimut.
Et en fait, pour suivre le plus proche possible l'azimut, et ben, je me suis mis un couloir de 5 km de large. L'idée, c'était de rester le plus proche possible. Donc, quand j'ai fait mes premiers tracés, j'avais regardé un petit peu ce qui était possible de faire en termes parce qu'il y a forcément des difficultés liées Oui, à il y a la des terrains géographie. privés, il y a des, je sais pas, un Voilà, des aéroport, une terrains privés, des choses autoroute. comme ça. Au début, j'avais regardé 1 km de large et là, j'ai vu que c'était quand même vraiment infaisable. Donc, du coup, j'ai pris 5 km, ça me paraissait bien. Et donc, j'ai proposé à des copains. Et puis, j'ai un copain, Pierre Martinez, qui est venu avec moi. Et donc, on a partagé l'aventure à deux tout le long. Et donc, voilà, l'idée, c'était de rester dans ce couloir de 5 km. Et après, un peu à la façon dont j'imagine les aventures et j'ai envie de les vivre, l'idée, c'était de pas utiliser de GPS. Donc, on l'a fait essentiellement avec carte et boussole. Voilà. Donc ça c'est aussi une manière dont moi je souhaite vivre l'aventure, c'est être capable de savoir lire les cartes, de savoir les utiliser et puis surtout on utilise les cartes, on a cette liberté de choisir notre passage même si on avait la contrainte du couloir de 5 km, ça nous laisse voilà la possibilité de nous adapter à notre environnement dans ce couloir-là. Et donc j'ai trouvé ça, enfin j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ce projet, à le partager avec Pierre aussi qui est vraiment un super copain et on a vécu vraiment une très belle aventure. C'était en France. Et ouais, c'était vraiment un super projet. Ouais. Donc effectivement, il y a un film qui est sorti, qui est actuellement sur Uptrack, voilà, et qui sera disponible, je pense, sur YouTube à partir de juin 2026. Un petit film de 30 minutes. Combien de temps vous avez mis pour faire ça? Et donc, on a mis 11 jours. Alors, on n'a pas fait tout à pied. Il y avait 1 300 km, mais on a fait 5 jours à pied, 2 jours en VTT et on a fait 4 jours en gravel. Donc, en fait, c'était un peu à l'image des raids d'aventure. C'était adapter notre moyen de déplacement en fonction du terrain qu'on allait rencontrer. Donc, au début, dans les Pyrénées, enfin, dans les Corbières, tout ça, forcément, le terrain est compliqué. Donc là, on était à pied. Ensuite, on a pris le VTT pour traverser le Tarn, l'Aveyron parce qu'on pouvait rester en fait sur des sentiers à VTT sur encore 5 km. Ensuite, dans le Cantal, on est repassé à pied parce que forcément, il y a des montagnes, donc moins de chemin et moins de route. Mhm. Et après, sur la dernière partie, on pouvait tout faire en gravel parce que c'était globalement assez plat et il y avait plus de pistes et de routes pour rester dans le couloir de 5 km. Donc, Ok, ok, ok. Ouais, ouais, c'est passionnant. Alors, ce qui est rigolo, là, on va passer sur la deuxième, un peu le deuxième partie du podcast, sur la partie course plus classique. Euh, c'est qu'avec tout ce que tu viens de nous expliquer et tu t'emmagasines de la confiance, tes projets en général sont couronnés de succès, quoi. Enfin, en tout cas, tu vas au bout, ça fonctionne bien. Tu t'en tires plein de bénéfices. Donc on pourrait se dire, aller faire une course de trail, préparer une course de trail, pour toi, c'est facile. Et il n'y a pas de souci là-dessus, mais ça se passe pas forcément comme ça. Et c'est là-dessus aussi que moi j'avais repéré un de tes posts suite à la MCC cette année, où ça s'était pas super bien passé. Et on va passer sur la partie justement mentale, sur ces préparations de course objectifs, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe justement quand tu vas te confronter comme ça, quand tu vas te mettre sur une course objectif, sachant que tu as un niveau, encore une fois, un très haut niveau. Comment tu vis ce moment-là et qu'est-ce qui se passe pour toi? alors c'est vrai en parallèle enfin j'ai toujours eu ce côté compétition et j'aime courir pour aussi la compétition. Et c'est vrai que la MCC, j'y allais aussi dans cette optique-là. Alors la MCC, c'était particulier, mais je pense que je suis en train de le vivre de plus en plus, au cours des saisons qui passent et des années, que j'ai besoin de ressentir, de prendre part à des courses qui me font envie et qui ont du sens pour moi. Et en fait, je pense que la MCC l'en avait pas. Enfin, typiquement, Hmm. certes, c'est une course de l'UTMB, mais finalement, elle a ce côté, Oui, elle a tout pour plaire, elle a le elle a tout packaging pour parfait. plaire, mais en fait, euh, j'ai pris le départ de la course et au bout d'une demi-heure, dès que ça commençait à être dur, j'ai pas eu les ressources mentales pour vouloir continuer à me faire mal. J'étais pas prêt parce que cette course, elle avait pas forcément de sens. Je me dis, je pense que j'aurais préféré ce jour-là aller faire une sortie en montagne et me faire plaisir autrement, plutôt que de prendre part à une course qui n'a pas forcément de sens pour moi. Et en fait, je pense qu'il y a de plus en plus de courses comme ça
et en fait, bah, typiquement, par exemple, l'UTMB, c'est une course qui pourrait avoir du sens dans le sens où, enfin, tu fais le tour d'un massif et je trouve ça vraiment chouette. Mm. J'aime beaucoup, par exemple, des courses qui font des traversées, par exemple, l'échappée belle. C'est une traversée du massif de Beldon, ça a un sens. Vers la diagonale, enfin, la traversée de l'île d'Arinon, ça a un sens aussi. La Saint-Élion, relier Saint-Élion à Lyon, ça a un sens pour moi. Il y a des courses qui ont un sens, mais il y en a d'autres, en fait, où je me dis, mais je l'ai fait juste pour le côté performance. Et qu'est-ce que ça m'apporte vraiment, ce côté performance, quoi? Est-ce que je m'y retrouve? Est-ce que c'est vraiment moi, en fait, sur ce type de course-là? Et qu'est-ce que je viens chercher? Et en fait, ce qui a été compliqué sur la MCC, c'est que j'aime parfois faire des courses qui n'ont pas forcément de sens du moment où je suis à la bagarre et j'arrive à trouver du plaisir à jouer la course, c'est-à-dire à jouer la course devant ou en tout cas, ouais, enfin, ouais, un peu comme moi j'aime du coup beaucoup les courses qui sont assez courtes et c'est pour ça que pour l'instant je fais pas forcément d'ultra en course parce que dans l'ultra tu es vachement concentré sur toi et tes sensations et du Ouais. coup je préfère les faire en off les ultras plutôt que bah, les courses courtes où tu vas être moins focus sur tes sensations et tu vas plus jouer avec les autres et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est pour ça que j'aime beaucoup les courses rapides et les courses courtes. Et donc là, en fait, ben, du moment que j'ai pas été à la bagarre où j'ai eu des mauvaises sensations, et ben, ouais, j'ai pas eu la force mentale et j'ai pas trouvé de plaisir à vouloir forcément continuer à me faire mal pour me dire je fais le meilleur chrono possible ou autre quoi. Sachant que la course, en plus, je l'avais déjà fini deux fois. Et j'avais une année, j'avais fait troisième. Donc en fait, c'est un petit peu ça qui, ouais. Maintenant, quand je prends enfin, le départ sur certaines, enfin, sur des courses, je fais vraiment attention à ce côté-là de cette course, est-ce qu'elle me motive vraiment et est-ce qu'elle a vraiment un sens pour moi, quoi. Au-delà du côté performance et compétition, est-ce qu'elle va vraiment, est-ce que je vais avoir vraiment cette motivation d'aller au bout et de vouloir me faire mal pour aller chercher un chrono ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est hyper intéressant justement de rentrer là-dedans parce que justement on en parle, c'est pas évident d'en parler déjà par rapport aux sponsors ou autres, mais ce côté si je suis pas à la bagarre, alors tu sais, on jette je jette la pierre à personne, mais pas mal d'athlètes se font critiquer d'élite quand je sais pas, tu vois, s'ils sont pas à la bagarre, s'ils sont pas top 10 ou top 5, enfin ça dépend ce qu'ils visent, ben ils préfèrent bâcher pour éviter de se faire mal et s'entraîner pour une prochaine course. C'est assez mal pas perçu, mais c'est peut-être mal compris par le grand public pour tout un tas de raisons. Genre, je sais rien, peut-être parce que les dossards sont compliqués à avoir ou voilà. Mais en tout cas, c'est il faut, de toute façon, si c'est ce que tu vis, c'est parfait d'en parler parce que y a pas à acheter la pierre de toute façon. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que tu dis, c'est que le côté, si tu es à la bagarre, du coup, tu as le levier motivationnel pour aller au bout et pour te déchirer pour aller chercher un truc. Mais voilà, quand la course est, quand t'es pas dans les sensations du jour, bah, s'il n'y a pas de sens, ça suffit pas, quoi. Donc, s'il n'y a pas de Ouais, sens, exactement. Ouais. ça Ouais. sert à rien enfin, entre guillemets, hein, je schématise. Ouais. C'est hyper intéressant. Mais est-ce que, ouais, pardon. Ouais, bah du coup c'est exactement ça et c'est là où en fait j'ai été un peu déçu, c'est des fois du coup de prendre des courses et de me dire comme lever motivationnel, j'ai que la bagarre en fait, enfin où j'ai que joué la Hmm. course et c'est vrai que bah je comprends les gens qui puissent rager entre guillemets contre des élites parce qu'ils abandonnent dès qu'ils sont plus dans le truc et tout parce qu'effectivement en fait le trail c'est enfin, c'est très populaire et en fait, sur la ligne de départ, t'as pas que des coureurs élites, t'as des coureurs Ah bah amateurs qui oui. cherchent à avoir des dossards, etc. Et donc, du coup, ça peut se comprendre. Mais ça, c'est quelque chose d'ailleurs je comprenais pas avant, quoi. C'est vraiment, enfin, un point sur lequel, pour moi, un élite qui abandonnait, je comprenais pas. Pour moi, il ne respectait pas la course ou enfin, Ah ouais. il respectait pas les autres coureurs. Et moi, pendant longtemps, je ne voulais pas abandonner. Et encore, par exemple, la MCC là, j'ai pas abandonné parce que je me suis dit enfin, t'as pas de raison d'abandonner en fait. T'es pas blessé. Enfin, mais du coup, je peux comprendre aussi un élite qui abandonne parce que s'il a envie de jouer d'autres courses en fin de saison ou autre, eh ben, il a pas envie de prendre de risques et de se fatiguer plus. Et c'est là où on rentre dans un sport où en fait qui est pas encore très bien perçu par tous les pratiquants. C'est que il y a différents types de pratiques. Il commence à y avoir vraiment y avoir le côté élitiste avec des coureurs qui se préparent et du coup qui acceptent l'abandon s'ils sont plus dans le coup. Et puis à côté, tu as des coureurs qui ont juste pour objectif d'être finisher. Et donc en fait, ils comprennent pas forcément l'élite qui va abandonner quoi. Donc ouais, ça c'est un peu délicat et c'est vrai qu'il y a encore, je pense, 10 ans abandonné. Enfin,
les coureurs, ils allaient peut-être plus souvent au bout de certaines courses. Je pense qu'il y avait, mais maintenant que le sport se professionnalise, et ben c'est vrai qu'on rentre dans ce côté où justement, ben on perd un peu. Enfin, les élites, ils jouent maintenant vraiment là, ils se professionnalisent, ils jouent la course et forcément il y a des enjeux qui soient financiers au niveau de sponsors ou autres, et donc ils n'hésitent pas à abandonner sur des courses. Et ça encore, je sais pas trop forcément quoi en penser parce que je me dis c'est dommage que le sport en arrive là, que ben dès que t'es pas, enfin quelle valeur aussi tu véhicules à travers ça quoi. C'est-à-dire tu prends le départ d'une course, t'es pas bien. Est-ce que c'est normal de mettre le clignotant rapidement parce que tu es plus devant? Je trouve que ça véhicule pas forcément non plus des bonnes valeurs, sachant que les élites sont souvent mis en avant à travers les médias ou autres. Et c'est vrai que bah, du coup, j'ai encore du mal. Enfin, je peux comprendre les élites, mais d'un côté, j'ai aussi du mal avec les valeurs que ça véhicule. Et c'est vrai que ben, typiquement, quand tu vois cette année l'UTMB, une Courtenay qui est finie alors qu'elle est plus, enfin, je connais pas ses raisons et ses motivations au moment du départ, mais moi je trouve ça toujours très beau. Je trouve que c'est de belles images et je trouve qu'il y a des beaux messages derrière quand un élite finit une course alors qu'il est plus dans le coup, quoi. Mais sans pour Ouais. autant lui jeter la pierre qu'il abandonne parce que chacun ainsi a ses raisons, quoi. Ah, j'allais exactement te dire ça, j'allais te prendre le même exemple que tu viens de me donner. J'allais dire, on va avoir une tendance à plutôt enjoliver, à romancer une Courtenay qui finit l'UTMB en boitant, là, quasiment, elle est à l'arrêt total. Et jeter la pierre sur un élite qui aurait abandonné. D'ailleurs, bah, celui qui s'est le plus fait voir médiatiquement, c'était Théo Détienne. Et Mm, malgré le fait qu'il soit tombé, qu'il ait la hanche explosée et tout, il y en a plein qui disaient, ah mais non, en fait, il aurait pu continuer, il avait pas mm, mal, c'est juste parce qu'il jouait plus la bataille et tout. En mm, fait, on adore jeter la pierre, on est en France aussi, je sais pas comment font les autres, et je m'en fous, mais en tout cas en France, on aime critiquer, jeter la pierre, inventer des scénarios qu'on ne sait pas. mm, L'élite, le pas élite, peu importe, s'il bâche, il a des raisons. Peut-être que dans la mm, tête, il a pété une durite et il a pété un câble et qu'il peut plus continuer. Bah, on est qui pour juger? S'il fait ça trop longtemps et qu'il a un sponsor, bah, de toute façon, il se punira tout seul parce que son sponsor, mm. au bout d'un moment, il va lui dire, bah, écoute, si tu bâches toutes tes courses, salut. Peut-être Ouais, qu'il l'a fait pour de très très bonnes raisons, parce que il était en train d'avoir des petites douleurs et qu'il voulait pas s'abîmer, parce que étant sponsorisé, il se dit il peut encore se rattraper sur des courses d'après-saison. Voilà, tu vois, en fait, il y a tellement mille explications que si on peut ouais. fabuler, on peut faire un podcast par jour pour fabuler sur les autres. Mais la vérité, c'est pour ça que bah, quand toi tu dis, voilà, moi je ressens ça, c'est pour ça que je le fais, c'est pour ça que je le fais pas, je vais au bout, mais ça me fait chier d'aller au bout, tu vois. Ouais. En Mais fait, voilà, du coup, tu vois, ça me correspond pas typiquement. Enfin, c'est là où des fois je me pose des questions de me dire, je prends le départ d'une course, je suis plus à la bataille alors que je voulais l'être. Ça me fait chier de me retrouver dans cette situation, de me dire, ben, qu'est-ce que je fais? J'ai pas de raison d'abandonner, mais d'un côté, j'ai plus mon objectif qui me motive et ce pourquoi je suis venu. Et c'est là où, du coup, je remets en question, moi, ma pratique et ma pratique du, entre guillemets, du haut niveau ou de la performance. C'est que, est-ce que je suis vraiment fait pour pratiquer le sport de cette façon-là? Et finalement, qu'est-ce que t'apporte la compétition? Parce que du coup, c'est pas forcément dans mes valeurs de vouloir abandonner une course parce que tu joues plus devant ou ouais. enfin voilà. Et donc c'est là où je me pose moi des questions de ce côté-là et la MCC ça a été le cas enfin c'est le cas exact de ce qui s'est passé. Je me suis dit je me suis déçu d'avoir pris le départ d'une course qui n'avait pas de sens et du coup que dès que j'ai plus été dans le coup pour la bataille bah je me suis retrouvé un petit peu dans le flou à savoir qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je fous là quoi. Et est-ce que tu as travaillé ça sur la partie en prep mentale? Parce que c'est assez classique aussi, le côté perte de sens dans certains cas. Est-ce que tu as déjà fait des exercices là-dessus ou des travaux? Ben, c'est vrai que avant des courses, ben, j'ai rempli souvent une fiche d'objectifs, hein, quels sont mes objectifs. Et c'est pour ça que typiquement, par moment, bah, quand ton objectif il tient plus, enfin, bah, c'est d'abandonner quoi. Enfin, entre Hmm. guillemets, il y a, il Ok. y a, il y a, il y a possibilité d'abandonner quoi. C'est un peu, enfin, et ça, j'en avais discuté avec mon préparateur mental quand, alors je le vois pas tout le temps, mais là, notamment pour certaines courses qui me tiennent à cœur, comme la Saint-Élion par exemple, il y a, pareil, c'est une course sur laquelle j'ai eu du mal à performer, j'ai jamais réussi à faire forcément une bonne course, et c'est aussi de pourquoi j'y vais quoi. Il y a les premières années, j'y suis peut-être allé bah, pour finir la course et du coup je n'ai pas voulu abandonner, mais maintenant que j'ai déjà fini la course, bah
mon objectif, c'est d'y performer dessus. Et donc, du coup, je suis beaucoup plus dans ce côté, ben, j'accepte l'abandon parce que maintenant, mon objectif, c'est d'être performant. Et donc, si à un moment donné, je suis plus dans le côté performance, et ben, si je décide de jouer devant, je prends forcément des risques, mais aussi, je prends le risque d'abandonner, quoi, à Ouais, un je moment comprends. donné. Donc ouais, ça du coup, enfin, en tout cas, on en a discuté, on en a parlé avec mon préparateur mental. Après, voilà, moi, j'ai quand même toujours des questionnements moi perso Ouais. sur mon intérêt à vouloir faire de la compétition. Qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que tu en retires, enfin, personnellement. Et ça, c'est des trucs que j'ai pas encore forcément de réponse et Ok. que j'essaie de composer avec, quoi. Ouais, bah, c'est hyper intéressant. Merci de nous le partager comme ça, avec autant de franchise. Mais ouais, bah, du coup, ouais, si je te parle de ça, c'est que c'est vraiment quelque chose d'assez commun. Et j'ai un exemple en tête. J'ai des screenshots d'ailleurs. C'est un post de Mathieu Blanchard qui datait du début d'année, je crois, sur une course qualif UTMB, je sais plus trop où. Et en fait, il joue la gagne. De toute façon, quand Blanchard il va sur une course, il joue pas Ouais. le top 10. Et il tombe dès le 20e kilomètre. Et il est à la bataille avec Jonathan Albon. Je sais plus, tu vas peut-être retrouver la course. C'était en Oui, début. c'est Snowdonia, ouais, Ouais, exact, à merci. UTMB, ouais, au Pays de Galles. Il tombe, il se fait mal. Donc, bon, il comprend que jouer la gagne, ça va être mort. Et il a avec lui une liste d'objectifs pas secondaires, parce qu'en fait, si tu pars en mode, alors j'ai mon objectif, et que tu l'écris en gros, en clignotant, et que dès que celui-là, tu le rayes, bah, ça veut dire qu'il n'y a plus rien, en fait. Ça veut dire que mentalement, Ouais, tu n'as plus que des objectifs, j'allais dire, de merde en dessous, ouais, qui motivent pas, ça sert à rien, ça sert pas à ça, mais tu vois, il avait, c'est à lui, donc c'est vraiment pour lui, c'est ce qui motive lui, et je dis pas que c'est ce qu'il faut refaire, hein. C'est juste un exemple qui s'est construit lui, sa boîte à outils à lui, et il avait quatre objectifs en dessous, et c'était des objectifs pour toute son année qui étaient très importantes. Stratégie de pacing pour la Hard Rock, c'était la Hard Rock qu'il a fait ouais, cette année. Stratégie de pacing, donc il voulait voir à quel pace il pouvait aller. Stratégie nutritionnelle, il voulait tester des nouvelles choses. Stratégie, je crois qu'il y avait chaussures, vêtements. Il y en avait quatre en fait. ouais, Et aussi, bah, du coup, stratégie mentale de pouvoir rebondir en cas de coup dur. ouais, Et c'était hyper intéressant. Pas parce que ce qu'il avait écrit était dramatiquement, je sais pas, ça renversait pas une chaise, mais c'est que lui s'était construit ça et ça lui avait permis d'aller au bout de son truc et de retrouver une motivation, un sens à la course qu'il était en train de faire. ouais, C'est pour ça que voilà, ça résonnait un peu avec ce que tu me disais. Si en dessous de être à la bataille, il n'y a pas de sens en dessous, il n'y a rien, bah ouais, forcément, si t'es plus à la bataille, bah ça. ouais, c'est ça, ouais. Mais, et typiquement, bah, mais je pense qu'il y a des courses où, ouais, où j'avais pas forcément peut-être d'autres objectifs en parallèle de celui-là. Et, et peut-être que si j'en avais pris conscience aussi avant la course, Ou bah, je peut-être me pas serais dit, bah, conscientisé, ouais. peut-être, bah, enfin, ne prends même pas le départ parce que finalement, il y a peut-être, enfin, enfin, voilà. En tout cas, Ouais, je vois. ouais, effectivement, et ça, du coup, c'est vrai que c'est un exemple qui est, je trouve, qui est intéressant de ce côté-là. Ouais, ouais, c'est ça. Et niveau stress, anxiété, tu le vis bien ou c'est aussi un sujet pour toi? Alors, je pense que c'est un sujet. Alors, je le ressens pas forcément de manière extrême avant des courses, mais j'ai des Ouais. soucis qui sont liés pas mal à l'estomac. Ok. Et je pense que moi, mon stress, il va. En fait, enfin, j'ai une zone, en tout cas, vraiment sensible au niveau de l'estomac, et je pense que j'ai le. Mon stress, moi, doit s'accumuler là-dessus. Alors, pourquoi? Parce que je suis souvent, enfin, j'ai du mal à m'alimenter en course, Ok. et du coup, c'est assez frustrant parce que des fois, j'arrive à faire des bonnes préparations et j'arrive pas du coup à mettre en Oui. place pendant la course. Et ça, c'est quelque chose que je dois et que je vais travailler en fait l'an prochain parce que bah, que ça soit à l'entraînement et en fait ça s'accentue encore plus en course. Et ben, c'est vrai que j'ai du mal à m'alimenter et je suis souvent soumis à des vomissements, quoi. Ok. Donc là, ça a été le cas cette année par exemple au Templier. Euh, c'est une course. Que j'avais bien préparé. Et à l'entraînement, du coup, j'avais fait beaucoup de tests au niveau nutrition. Et Mhm. déjà à l'entraînement, alors qu'il n'y avait pas le stress lié de la course, et ben déjà j'étais soumis du coup, au vomissement. Et le jour Ah des ouais. Templiers, Ok. ben le jour des Templiers, j'ai d'entrée de jeu, alors enfin, je sentais que j'avais le ventre qui était noué, enfin au niveau de l'estomac, et du coup dès que j'ai commencé à manger quelque chose, bah c'est pas passé. Donc
c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je ressens et je pense qu'il vient sur une de mes faiblesses, du coup, qui est liée à l'estomac. Alors, les vomissements, ils sont pas forcément liés que au stress, mais en fait, comme j'ai ce point faible ici, je pense que ça vient, enfin, en tout cas, ça vient dessus. Et Ouais, surtout, maintenant, j'ai développé quelque chose, et enfin, c'est là où je suis un peu plus inquiet pour la suite et que je vais essayer de travailler. C'est que, comme je sais que c'est un point faible, ben, en fait, psychologiquement, du coup, ça m'impacte avant les courses. De ouais. me dire, ben, je sais que potentiellement je peux vomir et donc c- c- j'accumule en fait encore plus de Mm, stress mm. dans cette zone-là quoi. Et donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais essayer de me détacher en fait l'an prochain et que je vais essayer de travailler euh, avec mon préparateur mental, mais aussi même s'il y a, donc il y a forcément ce côté mental à travailler. Ouais. Et après, je pense qu'il y a aussi il doit y avoir un côté aussi un petit peu plus médical, à trouver moi aussi, enfin, des raisons de pourquoi j'assimile mal. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que sans stress aussi, j'ai quand même du mal à assimiler à haute intensité. J'ai quand même du mal, enfin, mon estomac, il se bloque quand même. Et donc, bon, il y a l'entraînement pour essayer de faire passer les choses. Mais même avec l'entraînement, bah, je vois qu'il y a quand même encore des soucis là-dessus. Donc, j'ai quand même beaucoup de points à travailler pour régler ce problème-là et donc me sentir performant sur des distances type entre du 30, 40 jusqu'à 100 km parce que c'est des vitesses qui sont encore assez élevées. Et pour l'instant, j'ai pas réussi à performer à mon niveau physique sur ces distances-là, en grande partie à cause de ces soucis digestifs. Ouais, bah, tu vois, j'en profite pour appuyer sur ce que tu dis. Un problème, enfin un problème, quand on a identifié quelque chose qui nous empêche un peu d'avancer ou de nous exprimer, c'est jamais, rarement en tout cas, monofactoriel. Donc, moi, je fais un podcast de préparation mentale, donc on parle beaucoup de ça. Et certains, des fois, me reprochent de se dire, bah oui, mais il n'y a pas que ça il y a pas que ça dans le sport. Je dis, bah, bien sûr qu'il n'y a pas que ça dans le sport. C'est parce que j'ai jamais dit ça. Mais aujourd'hui, il faut pas le négliger. C'est quelque chose qui explose un petit peu en ce moment, mais il faut pas le négliger sur le principe où c'est pas juste comment on appelle ça, un gain marginal. Pour moi, c'est un réel levier de performance. Au même titre que quelqu'un qui, j'en sais rien, qui bouffe des pizzas, qui boit de la bière tout le temps avant les courses, va se dire, tiens, j'ai rencontré un nutritionniste, puis finalement, ça va vachement mieux quand je mange bien, tu vois. C'est pas marginal pour moi, c'est vraiment très important. Et le côté, ce que tu viens de dire, bah voilà, peut-être qu'il y a une faiblesse au niveau de l'organisme sur l'alimentation, peut-être en sucre ou voilà, ou quelque chose comme ça de ton côté, qui vient un peu se coller avec une autre petite touche mentale de stress, d'anxiété. Bah, le stress et l'anxiété, on sait que chez 99% des gens, bah, ça finit dans le ventre et ça finit derrière un buisson, quoi. Donc ça, c'est assez basique. Les deux faisant, c'est jamais monofactoriel. C'est toujours, faut regarder, faut toujours essayer quand on essaye de résoudre un problème, de résoudre à plusieurs endroits en même temps. Et bah, comme quand on va chez le kiné parce qu'on s'est fait mal à la jambe, peut-être que le problème il vient du dos parce que ça compense sur le fessier, etc. Donc, je vais dire bon courage aussi Ouais, pour trouver toutes ces. Bah, après, c'est passionnant, hein, c'est aussi pour ça que c'est ce qui oui, est oui. aussi agréable hein, de progresser comme ça, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah là, pour le coup, je suis vraiment motivé, enfin, à trouver des solutions et essayer ouais, de faire face en tout cas à ces difficultés parce que c'est vrai que j'ai progressé sur d'autres domaines, mais il y a toujours ce côté-là pour l'instant qui est entre guillemets bloquant. Et donc, c'est sûr que enfin, typiquement, si je veux continuer à être performant sur des courses, il va falloir que je trouve justement des solutions à ça, quoi. Ouais, et puis Donc, comme tu il y disais, a, pardon, vas-y. ouais. Ouais, ouais, bah, comme tu disais, d'exprimer ce que tu sais, ce que tu vaux à l'entraînement, ou voilà, quand tu cours, j'imagine, avec des amis ou quoi, et de pas pouvoir l'exprimer en course, ça fout les boules, hein, mais à tout le monde, hein, Ouais. je te rassure. Ouais. Ouais. Ok, cool. Bah écoute, ça fait déjà 1 heure qu'on discute. Ouais. Je t'avais promis 1 heure. Mm. Je vais m'arrêter là-dessus. Tu nous as beaucoup dit. Je te remercie encore d'avoir été aussi sincère. Euh, Projet pour la saison qui arrive là, pour 2026? C'est déjà en cours? Pour le moment, j'ai pas encore fait un planning vraiment exact. Alors tout récemment, enfin, alors, je me suis inscrit à un marathon. J'aimerais bien préparer un marathon. Donc il y a le marathon de Barcelone mi-mars.
Donc ça, Mhm. j'ai jamais fait de course sur route. Enfin, Ok. voilà, j'ai vraiment envie Tu ouais, aurais posé un temps. ouais, ouais, exactement. En plus, ça, pour le coup, bah, c'est vraiment histoire de travailler sur des allures et de travailler sur un chrono. Mm. Ouais, j'ai bien hâte, en tout cas, cet hiver Ok. de travailler ça. Et après, le reste de la saison, je pense que je vais faire plus long parce que, alors, je vais faire un peu du raid d'aventure avec des copains et, enfin, un des objectifs de la fin d'année, c'est le championnat du monde de raid aventure qui aura lieu, Ok. en Corse. Donc là, au total, c'est 500 kilomètres. Ah oui. Donc 500 kilomètres, c'est multi-activité, mais c'est donc du trail en orientation, du VTT orientation, du packraft, des trucs de corde. Enfin, bref, c'est vraiment un raid d'aventure. Mm. Donc les meilleurs vont mettre 5-6 jours pour faire la course. Donc il va y avoir beaucoup de gestion, enfin beaucoup de nouvelles choses parce qu'on est une équipe jeune nous et donc il y a le travail du très long, du sommeil, des choses comme ça à gérer. Mm. Donc ça va être vraiment un des objectifs de la fin de saison. Et entre-temps, ben je vais peut-être faire des courses un petit peu plus longues, type peut-être un ultra ou des courses qui se rapprochent de 100 km pour prendre de l'expérience Ok. sur du long parce que mon objectif dans les prochaines années, c'est la Barclay. Donc, Ok. je, voilà, je- mais ça devient plus concret d'année en année, cette course. Du coup, j'ai de l'expérience à prendre sur encore beaucoup de points et notamment bah, le long et le sommeil en font partie. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer d'un peu plus travailler l'an prochain. Et après, il y aura pas forcément, enfin peut-être, faut que je vois encore. Je suis en train de regarder pour faire une nouvelle traversée en France, mais cette fois dans le sens est-ouest, donc de partir de Strasbourg et de rejoindre la Bretagne. Donc toujours en azimut, c'est peut-être quelque chose qui se mettra en place en fin d'hiver. Il faut encore que je réfléchisse à tout ça. On est début décembre. J'ai encore un petit peu le temps de me pencher là-dessus. Bon, Mais les envies commencent à mûrir. bon, en tout cas, tu n'auras pas une année blanche. Ça s'annonce. Non. Ça s'annonce. Ouais, parfait. Ouais, si tu passes par la Bretagne, je passerai te faire un coucou, hein, t'es obligé. Et ben normalement ouais, ça finit la pointe de Corson qui est le point le plus à l'ouest de France. Donc Mm. voilà, si jamais Ah ouais, ouais, avec grand je mettrai plaisir. de toute façon les dates du projet ou si ça se fait l'an prochain sur les réseaux sociaux. Ça marche. Ok, ok. Et pour suivre tout ça, tu es essentiellement sur les réseaux, sur Instagram, YouTube aussi avec les films? Non, alors si bah non, mais le mieux c'est Instagram parce que je Mhm. relais les infos si jamais il y a un film qui sort sur YouTube et ça sera relayé sur Instagram parce que pour le coup j'ai pas de chaîne perso sur YouTube, c'est plus soit les partenaires, soit Ça marche. les réalisateurs qui publient sur leur page. Ok. Allez, la dernière question, après je te laisse. Si tu as une personne à me recommander pour passer derrière toi, derrière le micro, ce serait qui? Il y a beaucoup de personnes que j'aimerais bien entendre dans ton podcast. Ah bah, Typiquement, Jules Henri Gabou. ah yes, je note. Je pense qu'il a beaucoup de choses très intéressantes à dire parce qu'il a une très grosse expérience de l'ultra. Après, dans un peu le même registre, bah, Bruno Poirier, qui est l'organisateur de la course de la Great Himal Race l'an passé. Mhm. Et je pense qu'il aurait énormément de choses à dire parce il a traversé le Népal dans les années 90. Depuis, il organise des courses là-bas. Il est journaliste pour West France et il a fait, je sais pas combien, peut-être 10 UTMB. Ah ouais. Enfin, voilà. Il a une approche aussi assez particulière de la compétition et ouais. Donc, je pense que ces deux personnes-là peuvent être intéressantes. Et après, sur le volet plus, désolé, du coup, ça fait plus de monde, mais Ah, trop j'aimerais bien bien. aussi des coureurs qui ont été très performants cette année, mais sur lequel on n'a pas forcément beaucoup entendu, on les a pas trop vus dans des podcasts. C'est Louison Coiffet et puis Benjamin Roubiol qui ont terminé deuxième des championnats du monde. C'est vrai j'aime beaucoup ces athlètes qui sont discrets, qui sont très performants. Et donc, je pense que ouais, j'aimerais bien les écouter en tout cas en Alors, ça podcast. fait plusieurs fois. Louison, on l'entend un petit peu plus, mais c'est Ouais, vrai je qu'il l'ai est. entendu sur course épique, je l'ai entendu, mais Ouais. voilà, après, il y a aussi le côté mental. Peut-être que toi, tu vas peut-être plus chercher sur ton podcast, du coup, qui serait peut-être Mais intéressant. Benjamin Roubiol, ça fait plusieurs fois, mais faut le faire parler, Benjamin Roubiol, il faut qu'il Ouais, me c'est réponde. ça. Faut qu'il faut qu'il me réponde. Bon, là, ça fait trop de personnes qui me citent Benjamin Roubiol, je vais lui envoyer un Ouais. pavé et il sera obligé. Mais oui, oui, j'aimerais bien, mais bah, attends, j'ai enregistré avec Johan Bojar il y a quelques semaines. Le Ouais. podcast n'est pas encore sorti et il m'a aussi beaucoup parlé de Benjamin pour justement me passer dans le podcast parce que pour lui, c'était un des personnes qui l'a le plus impressionné, bon, déjà physiquement, mais surtout mentalement sur les championnats du monde, comment il a rebondi après les France, enfin après le KV de France, je crois, qu'il avait fait là une Ouais. semaine Ouais. avant.
serein, tranquille. Il dit vraiment une force tranquille impressionnante. Donc, Ouais. ouais, Mm. allez, je note. Écoute, c'est parfait. Merci Fleury, merci pour tout, merci pour ton temps. Et j'ai hâte de suivre le reste de tes aventures. Et puis je te dis à très bientôt. Si en plus tu passes en Bretagne, ça Ouais. serait top. Bah, merci à toi pour l'échange et puis ouais, à bientôt, peut-être l'an prochain en Yes. Bretagne. Allez, merci. À plus. Salut. Ouais. Salut Pierre, ciao. Cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous a inspiré ou apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, contactez-moi directement via mes différents canaux. Le premier entretien découverte est gratuit. Pour suivre mon actualité, je vous donne rendez-vous sur Instagram et LinkedIn. À la semaine prochaine dans un prochain épisode d'Ultra Mental.